Charles, bonjour. Bonjour. Alors on sent les investisseurs un peu désemparés aujourd'hui, ils ne savent plus trop quoi faire dans cet univers gouverné par des taux négatifs. C'est un nouveau paradigme qui voit le jour, pour nous en tout cas. Et vous estimez que dans ce contexte, la chose la plus appropriée à faire, c'est d'acheter des actions. Oui. Pour quelle raison? Il faut remonter un tout petit peu en arrière pour essayer d'expliquer, parce que ce n'est pas toujours très simple. Il faut essayer de comprendre d'abord pourquoi dans l'histoire, il y a toujours eu des taux d'intérêt. Vous savez, il y avait un économiste américain qui avait fait une histoire des taux d'intérêt, qui était un professeur à Syracuse, je crois, qui remontait sur les 5000 ans. Il avait été à Ninive, partout. Il y a toujours eu des taux d'intérêt positifs. Donc c'est la première fois dans l'histoire qu'on a des taux d'intérêt négatifs. Et il faudrait que les gens comprennent la raison pour laquelle il y a des taux d'intérêt d'habitude. C'est ce que me disait mon professeur à Toulouse il y a 50 ou 60 ans. Il disait, il y a des taux d'intérêt pour vous compenser contre l'incertitude du futur. C'est-à-dire si vous bouffez aujourd'hui, vous tapez une bielle ventrée, vous aurez moins pour bouffer demain. Mais en même temps, vous aurez la satisfaction d'aujourd'hui. Donc on va vous compenser pour que vous bouffiez un peu moins aujourd'hui, de fait que c'est une épargne qui pourrait être prêtée à quelqu'un d'autre, qui en fera un meilleur usage que vous, etc. Donc, l'incertitude est le risque. L'incertitude, le futur et le risque, c'est la même chose, si vous voulez. Comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, on vous compense contre ce risque qui n'est pas mesurable, mais enfin, on vous compense un peu. Mais si vous mettez des taux d'intérêt négatifs, ce qu'on a fait en Europe depuis un certain temps, pour sauver l'euro, ce Frankenstein financier, mais enfin, on a mis des taux d'intérêt négatifs. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le futur est plus certain que le présent, ce qui est une imbécilité. Bon, c'est une imbécilité logique, ça fait 10 ans qu'on est géré en fonction d'une imbécilité logique, donc l'économie commence à se viander lentement mais sûrement, l'Allemagne se viande, etc. Bon, tout ça, c'est... Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous mettez des taux d'intérêt négatifs, vous empêchez l'épargne. C'est même le but. C'est pour vous forcer à consommer. Oui, vous dissuadez l'épargnant. Vous dissuadez l'épargnant. Donc la quantité d'épargne va baisser. Alors, cette épargne, mais pour qu'on soit très concret, qu'est-ce qu'elle devient? Puisqu'elle ne s'investit plus? Ce qu'elle devient, si vous voulez, d'abord, il y en a moins. Il y aura moins d'épargne. Et comme sur le long terme, l'épargne est égale à l'investissement, ça veut dire que l'investissement va baisser. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que dans nos pays, depuis le Moyen-Âge à peu près, on a développé au travers des siècles une industrie de l'épargne à long terme. Compagnie d'assurance, banques, fonds de retraite, mutuelles, tout ça, c'est des... Et ces gens-là, ils ont besoin de taux d'intérêt pour assurer les risques qu'il leur faut assurer. S'il y a des taux d'intérêt négatifs et qu'ils ont assuré... Imaginez un pauvre assureur qui vous garantit, vous, il y a 10 ans, qui va vous garantir 3% par an sur votre retraite. Très bien. Oui, mais comment va-t-il faire aujourd'hui avec des taux d'intérêt négatifs? Voilà, quand les taux d'intérêt étaient à 5, assuré du 3, il ne fallait pas avoir fait Polytechnique, mais si les taux d'intérêt sont à moins 1, le seul endroit, et qu'il a fait ce contrat, le seul endroit d'où peut venir l'argent pour garantir le contrat, ce qui est son devoir, c'est que ça vienne de ses fonds propres. Donc ça veut dire que des taux d'intérêt négatifs, ça va tuer toute l'épargne longue en Europe. Les banques, les compagnies d'assurance, tout ça, c'est... donc vous vous mettez dans un monde comme ça. Et tout ça, on le fait pour sauver nos systèmes sociaux qui sont en faillite, puisqu'on ne réussit pas à aller... Donc, si on devait emprunter au taux de marché, il faudrait réformer nos systèmes sociaux. Donc, on ne peut pas le faire, on emprunte à zéro, comme ça on peut emprunter jusqu'à la fin des temps, vous savez. Permettre à un homme politique d'emprunter à zéro, c'est comme de donner les clés de sa cave à un sommelier alcoolique, quoi. Vous voyez, c'est pas une bonne idée. Vous savez qu'il va emprunter à zéro, qu'il va faire n'importe quoi avec. Donc, à partir de ce moment où vous savez là, vous avez deux choses que vous pouvez acheter dans les marchés, et seulement deux, ça paraît curieux. La première des choses, c'est que vous pouvez acheter un contrat. Par exemple, si vous achetez une obligation de l'État français, c'est un des contrats que vous avez à l'État français qui vous remboursera 100, enfin, bon. Ou vous pouvez acheter une part de propriété. C'est-à-dire, je dis toujours comme ça parce que je n'y connais rien, une actionnaire liquide, ou un kilo d'or. Mais il est tout à fait évident que comme le but ultime de ces manœuvres de taux négatifs, c'est de foutre en l'air la monnaie, tous les contrats ne valent rien. Alors attendez, là je ne vous cite plus. De foutre en l'air la monnaie, dites-vous. Évidemment, puisqu'ils sont tellement endettés qu'ils ne pourront jamais rembourser la dette. Donc ce qu'ils veulent, c'est que la valeur de la monnaie s'écroule. Donc ils essayent de créer de l'inflation, ils n'y arrivent pas. Et s'ils n'y arrivent jamais, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire comme la Grèce ou Chypre. Ils vont vous rembourser 40% de votre truc et dire vous devriez être bien content d'avoir 40%. Ils vont faire la faillite des 2 tiers, vous savez comment on l'avait fait en 1700. Mais là c'est plus explicite. Ok. Donc à ce moment-là, on va se retrouver, vous allez vous retrouver. Donc si vous passez un contrat qui est garanti par un souverain, parce que si on passe un contrat entre tous les deux, on est garanti par le droit français, par la monnaie française, etc.
ça vaut rien. Je ne peux pas calculer la valeur de ce contrat. Je ne sais pas comment il sera exécuté. Je ne sais pas si vous pourrez. Je ne sais pas à quel prix. Je ne sais pas dans quelle monnaie. Donc, si vous voulez, grosso modo, il faut être fou pour avoir un contrat. Parce que je m'achète une action Air Liquide. Ils ont des oppositions dans le monde entier. Ils vendent partout des produits dont tout le monde a besoin. Et donc, je me dis, ça va bouger beaucoup, l'Air Liquide. Quand il y aura éventuellement un crack des contrats. Mais je serai propriétaire. Je serai propriétaire et ça remontera derrière. Parce que si j'ai acheté une obligation grecque il y a 10 ans qui était au même cours que les obligations allemandes, j'ai perdu 60% que je ne reverrai jamais. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien faire une différence. Le risque, ce n'est pas la volatilité de la chose que vous achetez. Le risque, c'est que vous perdiez votre capital pour toujours. Et là où vous avez un risque de perdre votre capital pour toujours, c'est dans tous les contrats, mais pas sur Air Liquide. Donc, il faut aller à rebours parfois de son aversion pour les actions, si on veut protéger son épargne. Absolument. Et aller en acheter aujourd'hui sur les marchés. Même si elles sont trop chères. Mais c'était la question, parce qu'en effet, quand on observe les valorisations de celles qui sont réputées de meilleure qualité que les autres, elles sont en effet très onéreuses. Oui. Donc, ça semble déraisonnable d'y aller. Ben oui, tout à fait, ça semble déraisonnable d'y aller, mais imaginez que par exemple que vous laissiez votre argent dans votre banque pour attendre une bonne opportunité et que votre banque ait des problèmes de paiement comme Lehman Brothers. Ben, si vous avez de l'argent en dépôt dans une banque, vous avez prêté cet argent à la banque. Les gens ne savent pas ça, mais vous avez prêté votre argent à la banque. À ce moment-là, si la banque a des problèmes, votre argent passe dans le débit commun de la banque, c'est-à-dire qu'il n'est plus à vous. Donc vous avez soigneusement attendu pour acheter des Air Liquide pas trop chers et vous perdez 100% à nouveau. Oui, alors ça c'est un point essentiel. En effet, quand on a de l'argent en banque, c'est une créance qu'on a sur la banque. Vous avez prêté de l'argent à la banque pour qu'elle le prête à quelqu'un d'autre. Cet argent-là n'est pas un titre de n'est pas votre propriété. Pas du tout. Par contre, si vous achetez un fonds commun de trésorerie, ça c'est à vous. Ok, donc des actions. Alors, a fortiori, est-ce qu'il ne faut pas acheter des actions, surtout parce que pour le moment, on a cette politique de taux zéro qui favorise également l'appréciation des actifs. Bah écoutez, c'est bien sûr, c'est assez simple. Vous savez, la façon dont on mesure, dont on essaie de calculer la valeur d'une action, ça on fait un calcul de cash flow escompté, j'imagine. Certains de vos lecteurs ne savent pas, mais enfin bon, on essaye de deviner quelle va être la rentabilité de cette action pour les 10 ou 20 ans. On fait un calcul avec les taux d'intérêt, puis ça vous dit la valeur actuelle qui serait équivalente. Bon, puis vous mettez une décote là-dessus et vous achetez votre action en fonction de ça. Mais si vous avez des taux d'intérêt négatifs, la valeur d'un actif qui a des cash flows positifs, c'est l'infini. D'où les multiples de valorisation stratosphériques qu'on retrouve sur certaines valeurs. Évidemment. Il ne peut pas en être autrement, puisque c'est... Encore une fois, si le futur est plus certain que le présent, vous ne pouvez pas donner une valorisation au futur. Ça peut durer comme ça combien de temps ? C'est une question à laquelle j'essaye désespérément de ne jamais répondre, pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas une question essentielle. La question essentielle, c'est comment vous devez être positionné dans vos actifs au moment où ça va péter. De face, parce que ça pètera, mais vous ne savez pas quand. Et vous ne savez pas comment. Et vous ne savez pas comment. Ça peut partir de n'importe où. Ça peut partir de... Mais le jour où ça pètera, si vous êtes en or, en action de haute qualité, etc., si vous n'avez pas besoin de vendre, ce qu'il faut, c'est pas être endetté. Parce que si vous avez des actions Air Liquide et que vous prenez un effet de levier de 4 pour acheter vos actions d'Air Liquide, si elles baissent de 25%, vous avez tout perdu. Puis elles remontera derrière et vous aurez l'air malin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut être dans des beaux titres, sans dette, et puis vous y pensez comme à des immeubles. Si vous achetez un immeuble à Paris ou un appartement, vous n'allez pas regarder sa valeur tous les jours le matin ou le vent. Quoi. Alors justement, on a parlé des actions, mais est-ce que l'immobilier est un refuge ? L'immobilier est un refuge, mais ça dépend où. Parce que, encore une fois, si vous voulez, l'immobilier, il ne peut pas prendre de train pour Bruxelles. Hein. Non, ce qui veut dire qu'il peut être taxé facilement. C'est ce que exactement, il va être taxé à mort. Quoi. Vous n'êtes même plus propriétaire de votre immobilier aujourd'hui à Paris. J'ai des amis qui ont de l'immobilier à Paris. S'ils ont quelqu'un qui ne les paye pas, il faut 3 ans pour dégager la personne. Je veux dire, c'est pas à vous. Madame Hidalgo est en train d'essayer de bloquer les loyers, non, à Paris. Donc, à partir du moment où on bloque le loyer, c'est plus à vous non plus, je veux dire. Donc on est dans une vraie... Non, l'immobilier, l'embêtant, c'est que comme c'est du ressort du souverain, si vous achetez des actions Air Liquide ou si vous achetez des actions n'importe où, en Chine, en États-Unis, n'importe où, quelque part, elles sont à vous, elles n'appartiennent pas au souverain. Tandis que le souverain qui a le droit de mettre des impôts sur son périmètre souverain,
il peut taxer l'immobilier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Alors, vous disiez que les actions, il ne fallait surtout pas les acheter en empruntant, avec du levier, mais l'immobilier, on l'achète avec du levier. Oui, mais ça, c'est pas trop mal, parce que c'est l'argent qui vous prête, c'est la banque qui vous prête de l'argent. Donc, s'il y a un problème, ouais, puis vous êtes dedans, donc vous ne pourrez pas être viré. Mais moi, je suis pas un gros... J'ai personnellement, toute ma vie, ça doit être un vieux fonds d'ancêtres paysans qui remonte à je ne sais pas combien de temps, mais toute ma vie, j'ai détesté le levier. J'avais un vieil ami boursier qui était un homme qui avait pas mal d'argent, qui disait « on ne s'enrichit jamais avec l'argent des autres ». Certains disent le contraire, vous le savez. Oui, mais je sais, mais vous savez, mais c'est toujours pareil. Vous remarquez qu'un gars comme Warren Buffett, qui a quand même fait beaucoup d'argent, ben, lui, il est toujours en cash flow positif et toujours avec du cash partout. Vous savez, un génie financier, c'est un gars qui bourre quand ça monte. Et un génie financier, c'est un gars qui a du cash quand on atteint le plus bas du marché. Moi, je serais plutôt la deuxième catégorie, quoi. J'aimerais qu'on parle également un peu de l'allocation géographique, parce que vous dites, bon, il faut acheter des actions, très bien, mais on a des perspectives qui sont un peu différentes selon qu'on regarde les différentes zones. Donc, où irait votre priorité? Alors, il y a plusieurs zones qui m'intéressent. Là, il faut que je fasse encore un petit pas en arrière pour expliquer, en utilisant des économistes fameux, d'où vient la création de valeur. Parce que ce que la personne cherche toujours, c'est de se brancher sur quelqu'un qui va créer de la valeur de façon à être comme un passager clandestin qui bénéficie de la création de valeur qui fait par quelqu'un d'autre. Mais c'est ça l'idée, quoi. Mais écoutez, vous avez 2 ou 3 explications de la création de valeur. La première, elle a été fournie par Ricardo, vous savez, c'est-à-dire qu'on utilise une meilleure utilisation de l'espace géographique, du capital, du travail, chacun spécialiste dans ce qu'il fait mieux, etc. Bon, on a eu une période ricardienne incroyable en Europe, avec la création de l'Europe dans les années 58 et tout. Bon, c'est fini maintenant. Là où la création ricardienne est en train de se développer à toute allure, c'est l'Asie. Parce que la Chine est en train d'organiser ça, et tout le monde va se mettre... À la place de vendre aux autres, ils vont se mettre à vendre les uns aux autres, comme ça, si vous voulez, la Chine va faire les investissements d'infrastructure. Donc, la prochaine grande croissance ricardienne, c'est l'Asie. Bon, donc là, vous avez des tas de trucs à faire, dont, encore une fois, un certain nombre de sociétés françaises qui sont déjà là-bas. Si vous achetez Schneider, le président de Schneider, il vit à Hong Kong. Parce qu'il a 50% de son chiffre d'affaires dans le coin, il se dit c'est pas la peine que je sois à Paris, quoi. Oui, donc on peut investir au travers de sociétés européennes. Et qui sont déjà là-bas, qui ont tout compris. En Asie. En Asie. C'est la beauté des sociétés, si vous voulez, c'est qu'elles ne restent pas les 2 pieds dans le même sabot, enfin celles qui sont bien gérées. Bon. La deuxième création de valeur, c'est Schumpeter, vous savez, c'est l'invention. Bah, qu'on le veuille ou non, dans notre monde aujourd'hui, l'invention, c'est aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de société d'invention chez nous, mais enfin, il n'y en a pas de... Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Et puis, les succès, ceux qui ont changé le monde, c'est les sociétés américaines, ce n'est pas les nôtres. Donc, c'est difficile de ne pas avoir l'archétype, c'est Amazon. Bon, c'est hors de prix aussi, mais c'est une société qui change le monde. L'invention, c'est quelque chose qui est mal compris, parce que les gens pensent que c'est une amélioration. Ce n'est pas une amélioration, c'est un changement de nature. Par exemple, il n'y a pas de point commun entre une chandelle et une ampoule électrique. Et on passe d'un système à un autre complètement différent. On change de paradigme. On change complètement de paradigme, tout change. Donc là, si vous voulez, bon, il y a un certain nombre de... Probablement les grands changements de paradigme dans les années qui viennent vont se passer dans tout ce qui touche à la médecine, où il y a des tas de déperditions, mais bon, on verra ça. Bon, les GAFAM, il faut faire attention parce qu'il y a un risque politique. Il y a un risque politique parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils commencent à agacer les gouvernements. Donc là les GAFAM, moi j'ai un peu tôt cherché dans les sociétés pharmaceutiques, etc., parce que c'est là où ça va se passer, quoi. Et puis le troisième, si vous voulez, c'est Malthus, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et alors, quand vous y arrivez à une période malthusienne, à ce moment-là, vous achetez Total, de l'or, etc. Et tout l'art du gérant. Et la plupart des gérants sont soit malthusiens, soit ricardiens, soit schumpeteriens. Si vous voulez, je connais très peu de gérants qui ne sont pas capables de passer du premier au deuxième au troisième tranquillement, comme ça, en fonction de ce qui se passe, quoi. Et donc, moi, à mon avis, il faut que le gars ne soit pas les 2 pieds dans le même sabot, encore une fois, et que lui-même fasse ses analyses et essaye de comprendre où on est. Bon, bah écoutez, vous avez fait une allusion à l'énergie avec Total. On va y revenir, on va développer ça dans une autre interview. Très Charles, bien. en tout cas, merci. Mais je vous en prie.